bonjour à tous, bienvenue à Meisenthal pour cette émission spéciale de Mosaïque Cristal consacrée au site Verrier. Les acteurs de cet écrin vont se succéder autour de cette table et on commence cette émission avec le président de la communauté de communes du Pays de Bitche, David Suc, et avec les trois piliers du site Verrier, en l'occurrence Caroline Relins-Duchamp, directrice du Musée du Verre, Yann Grinenberger, directeur du CIAV, et Pascal Klein, directeur du CADAM, qui gère la programmation culturelle de la Halle Verrière. Et on est d'ailleurs dans cette Halle Verrière transformée en halle aux lumières, avec un parcours immersif dont on va bien sûr parler dans cette émission. C'est une nouveauté, et une nouveauté qui vole un peu la vedette à la célèbre boule de Noël de Meisenthal. Le modèle 2024 s'appelle Cactus. David Suc, vous en pensez quoi de cette boule ? Écoutez, cette boule, comme les 34 qui l'ont précédée, est exceptionnelle au travers de l'histoire qu'elle raconte, au travers du choix qui a été poursuivi par le designer. Et puis je crois en filigrane, elle nous interroge profondément sur la marque de l'humanité, sur la marque de la façon de consommer. Et donc évidemment, cette expression, elle est juste magnifique. Et vous, Caroline Relins-Duchamp, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette boule ? C'est une boule qui quand même ne manque pas de piquant et qui nous permet de regarder autrement la végétation qui nous entoure et de s'interroger un peu sur l'évolution de cette belle végétation. Pascal Klein, Cactus, elle vous plaît ? Elle me plaît beaucoup. Enfin, ce qui me plaît énormément, c'est surtout à chaque fois cette démarche nécessaire pour réaliser cet objet. Et je suis, surpris tous les ans. Parce que il y a une vraie histoire, il y a une vraie démarche artistique. Et je crois que c'est surtout ça qui fait la différence avec un objet classique. Yann Grinenberger, les jeux de mots sur les boules, je crois qu'on les a déjà tous faits à Meisenthal cette année, ça pique ? Ça pique, ouais. Alors ça pique, mais ceci dit, il y a eu un vrai travail de recherche mené autour du cactus. Effectivement, David, tu l'as dit tout à l'heure, Mark Brown, le designer, qui a fait beaucoup de faits d'armes ici à Meisenthal depuis une dizaine d'années, il part du principe que les boules se transmettent de génération en génération tout autant que les histoires qu'elles colportent. Et il a souhaité parler de l'époque dans laquelle on vit, toute cette incertitude par rapport au dérèglement climatique. Et c'est vrai qu'il aborde ça avec humour, avec dérision, qui est peut-être parfois une arme un peu plus redoutable que la vindicte ou le rapport de force. Et il éveille nos consciences en posant cette question sur l'avenir. Est-ce qu'on fêtera un jour Noël au balcon, en short, en faisant la dinde au barbecue et en remplaçant le traditionnel sapin par un cactus et ses décorations par le fruit du cactus. Donc voilà une question qu'il pose de manière candide, avec évidemment dans l'arrière-salle cette idée de nous interroger sur l'époque difficile que l'on vit à ce sujet-là. Et Cactus, c'est l'œuvre donc d'un designer allemand, mais que vous connaissiez déjà depuis pas mal d'années, puisqu'il était venu notamment pour des workshops ici. Alors, est-ce que ça faisait longtemps que vous pensiez à lui pour lui confier la création d'un modèle de boule de Noël de Meisenthal ? On a dans nos radars un certain nombre de designers, soit établis, avec lesquels on a déjà eu l'occasion de travailler, soit des jeunes designers en devenir, des jeunes pousses que l'on accueille dans le cadre de workshops avec des étudiants en école d'art. Et lorsque ces jeunes pousses grandissent, nous, il y en a certains qu'on garde dans nos têtes, dont on suit le travail. Et effectivement, Mark Brown était dans cette fameuse liste des potentiels designers un jour éligibles à ce challenge, parce que ça a l'air de rien, un petit objet qui tient dans une main, mais qui concentre un incroyable ingénierie technique, de création, de problématiques techniques. Et effectivement, il a su relever le challenge et on est content aussi de travailler avec un designer allemand, quoi. Oui, parce que c'est pas le tout de la dessiner, c'est qu'il faut que ça soit après quelque chose de réalisable ici. Il y a toute une partie de tests techniques, des impressions 3D, des moules prototypes, etc. Donc c'est toujours cette question qu'on pose, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir un designer, compositeur qui vient
qui vient écrire une nouvelle partition, mais c'est important de respecter le solfège et les musiciens qui vont après l'interpréter, cette partition. Donc voilà, c'est un travail collectif qu'on mène pendant presque 9 mois, une grossesse, pour aboutir à la boule de Noël. Et c'est une recette qui marche, qui rencontre à chaque fois un franc succès, au point que la boule de Meisenthal est chaque année victime de son succès. Impossible d'en produire suffisamment pour répondre à la demande. Ou alors il faudrait passer à une production industrielle. David Suc, ça c'est pas à l'ordre du jour. Vous savez, on a une démarche qui est industrielle sur le plan évidemment de l'organisation, puisqu'on a besoin évidemment d'être une organisation millimétrée pour être à la hauteur de cet artisanat d'art, de cet artisanat qui fonde évidemment l'ambition du Pays Beach. Mais pour compléter les propos de Yann, je crois que c'est important aussi, quand on parle du Centre international d'art verrier, on parle d'international. Pays Beach évidemment, avec l'histoire particulière de la Moselle et de ce territoire, c'est aussi ce que nous avons en commun avec l'Allemagne. Et donc pour nous, il est important d'avoir ce regard croisé, ce regard ouvert sur le monde, et de pouvoir travailler avec des designers qui ont un regard croisé, qui ont une vision des fois qui est enrichi d'une culture qui peut de temps en temps être plus éloignée de ce qu'on a comme principe, de ce qu'on a comme valeur. Et je crois que là, le parti pris a été d'ouvrir, d'encourager un certain nombre de designers, dont Mark Brown, qui est connu et reconnu. Alors, on n'en fabrique pas assez, on en fabrique tous les ans un peu plus, parce qu'évidemment, les équipes voilà, sont des équipes qui sont en rendez-vous, qui se mobilisent. Je crois qu'il faut marqué avec beaucoup de reconnaissance l'engagement de cette équipe humaine qui produit un service public, parce que c'est ça en définitive, ce service public qui est celui de la démonstration de la transmission du savoir, qui est celui d'un objet tout à fait particulier, qui ici sur le site Verrier aurait pu complètement s'arrêter. En 69, le site a fermé. Avec la force du territoire et des locaux, les choses se sont réorganisées. Au travers de la transmission des savoirs, on crée cet objet, mais on en crée beaucoup d'autres. Et je crois que si on retient la boule de Meisenthal, évidemment, mais il y a tout le reste. C'est la transmission des savoirs. Et donc, ces boules, on en produit tous les ans un peu plus. Mais on ne veut surtout pas, j'allais dire, rétrograder l'image et la volonté de Meisenthal à une production de boules. Alors, naturellement, on a des réflexions pour améliorer les choses, pour organiser les choses, de manière peut-être à aborder l'avenir avec une approche au terme d'une forme de production qui puisse être plus organisée encore, toujours de manière artisanale, mais naturellement on va continuer de s'améliorer sans être dans une course. Et puis côté amélioration, les gens avaient pris l'habitude d'avoir à faire la queue, parfois pendant plusieurs heures avant de pouvoir accéder à la boutique. Cette année, vous avez mis en place une file d'attente virtuelle. C'est une révolution ça, hein, Meisenthal ? Oui, juste quelques éléments avant que Yann puisse évidemment compléter, puisque c'est un travail important qu'il a conduit. L'engagement qui est le nôtre, c'est d'accueillir dans de bonnes conditions au Pays de Beach. C'est l'humain avant tout, et lorsqu'on vient au Pays de Beach, on a vocation évidemment de profiter du temps, de profiter du site, de profiter du territoire. Et donc pour nous, l'ambition, c'était de ne pas voir les files qui, évidemment, en période de Noël, sont soit sous la pluie, soit sous la neige, soit sous le soleil. Mais il y a un peu de chance pour qu'en période hivernale, on ne soit pas forcément à l'abri. Donc c'était le premier principe. Et le deuxième, c'était de leur permettre de pouvoir vaquer à d'autres occupations, de pouvoir, évidemment, contempler un certain nombre d'œuvres, que ce soit sur le jardin, que ce soit le musée, que ce soit les ateliers de production, que ce soit la restauration dans la halle, puisque un bistrot a été ouvert. Et donc on voulait surtout permettre aux gens de profiter et de ne pas avoir le sentiment de devoir attendre dans une file physique que ça puisse avancer. Donc voilà, je crois que ce pari, on l'a relevé avec des propositions et une organisation ici au niveau du site Verrier et du CIAV tout à fait exceptionnelle. Je voudrais d'ailleurs remercier les équipes pour cet engagement. Yann, tout est dit, ça change tout ? Ça change tout en effet, ça ne change pas le fait qu'on ait à attendre forcément, mais le temps d'attente est positivé par des propositions culturelles au niveau du bar, etc. Et donc effectivement la qualité d'accueil, c'est quelque chose de très important. Dès le mois de décembre l'année dernière, constatant que ces files s'allongeaient de plus en plus avec le conseil communautaire et par le biais de David, on a tout de suite déposé des dossiers de demande de financement pour créer ce pavillon qui permet effectivement d'accueillir à l'abri le public, un pavillon made in Beacherland puisqu'il a été conçu par des entreprises locales, et puis ce système de fil virtuel qui permet vraiment, véritablement d'améliorer la qualité d'accueil des publics. Et alors du coup, Caroline Rollins-Duchamp, est-ce que au niveau du musée, vous bénéficiez de cette nouveauté ? Est-ce que vous avez pu le constater ? Est-ce que beaucoup de gens qui étaient venus peut-être en premier lieu, avant tout, pour acheter la boule de Noël de Meisenthal, en profitent du coup pendant leur attente virtuelle pour venir visiter le musée ?
Oui, on peut constater vraiment que la proposition a du succès puisque c'est plus de 5000 visiteurs qui ont déjà visité l'ensemble du parcours de visite depuis la réouverture le 14 novembre. Donc voilà, c'est des chiffres qui nous font vraiment plaisir. Pour ça, on s'est vraiment organisé pour accueillir au mieux les visiteurs avec déjà une ouverture plus tôt à midi. Donc dès qu'ils ont leur billet, ils peuvent choisir d'aller vaquer à différentes occupations et dont le parcours de visite, découvrir l'ensemble des richesses du musée et bien sûr aussi la démonstration. Et pour ce faire, on a aussi essayé de se former au niveau des équipes d'accueil pour développer des impromptus avec des mini-visites qui sont proposées de manière spontanée aux visiteurs pour enrichir un peu leur temps de visite et échanger avec les médiateurs qui sont là vraiment pour accueillir et renvoyer vers le territoire. Et de la visite flash qui leur permet après de rejoindre la boutique quand c'est leur tour. Voilà, c'est ça. Il faut gérer aussi ces temps-là, mais ça se passe plutôt bien sur le parcours de visite. Alors je le disais en démarrant cette émission, vous êtes tous les trois les piliers du site avec vos trois structures. Est-ce qu'elles sont complémentaires ? Je pense que oui, on peut vraiment le dire et on le voit en particulier cette saison. Il y en a, voilà, les visiteurs apprécient de passer d'un site à l'autre, de découvrir là les lumières, les expositions, bien sûr, les démonstrations et la boutique. Je pense qu'on est vraiment sur une offre qui est très complémentaire et d'ailleurs l'exposition qui est actuellement à la Halle Verrière fait vraiment un écho à l'exposition temporaire qui est au musée. Donc on voit bien qu'on est sur des propositions qui se répondent, qu'on essaye de rendre le plus complémentaire et la plus enrichissante pour le public. Ce qui est particulier à Meisenthal, c'est tous ces registres sur le champ hétérogène de la culture. On parle de patrimoine, de mémoire, de paroles d'anciens au musée, on parle de design, de métiers d'art, de savoir-faire au Centre d'Art Verrier, pour la partie Halle Verrière, les arts vivants, les arts visuels. Et ça permet, sur un site en plus patrimonial, de pouvoir continuer à scander ce qui fait la particularité de Meisenthal depuis toujours, c'est comment croiser les patrimoines, qu'ils soient matériels ou immatériels, avec le regard de créateurs contemporains. Et c'est ce qui fait véritablement, autant dans ta programmation que dans la programmation du musée, du Centre d'Art Verrier, ce qui fait sens. Oui, donc je rebondis là-dessus, mais parce que c'est vrai que cette exposition là, de la Fondation Schneider, elle n'a pas été choisie par hasard. Donc on a cette exposition La Carpe qui est magnifique, et donc pour nous il était important cette année effectivement de ne pas faire des choses complètement différentes et être complètement hors sujet par rapport au parcours de visite. Et assez naturellement on s'est dirigé vers la Fondation Schneider, donc c'est tout simplement l'ancien directeur des eaux Wattwiller qui est propriétaire de cette fondation et qui a créé quelque chose autour de l'eau, quoi. Donc là, on est tout à fait en raccord avec ce qui est proposé au musée. Et c'est vrai que quand c'est possible, je veux dire, on ne va pas se forcer à un moment donné à collaborer ensemble, mais quand il y a une pertinence, quand il y a des opportunités, on les saisit et souvent, ça se transforme dans des beaux projets cohérents, quoi. Et en ce moment, ça se transforme avec un Noël à Meisenthal. Côté musée du Verre, ça se décline aussi avec la fin de l'exposition Muette la Carpe. Elle a été pleine de surprises, cette expo. Oui, une exposition vraiment très particulière pour nous. D'abord parce qu'elle met vraiment en valeur une œuvre majeure du musée, le vase à la carpe, créé par Émile Gallet en 1878 et qui a rayonné vraiment à l'exposition universelle. Mais aussi parce que c'est une exposition qui nous permet d'aborder plein de thèmes différents, de faire dialoguer du contemporain, mais aussi des œuvres patrimoniales qu'on n'a pas l'habitude de présenter dans ce musée du verre, comme des céramiques, des livres, des choses très différentes, mais surtout vraiment d'explorer plein de thèmes et une manière vraiment de parler aussi de ce territoire du Pays de Bitche, de ces étangs, de l'histoire de ces étangs, comme on n'avait pas eu l'occasion pour l'instant de le présenter. Donc voilà. Et puis surtout, cette très belle surprise, il y a quelques temps, de la proposition de réunir un deuxième exemplaire du vase à la carpe. Il n'en existe que 6, dont 3 au Japon. Et ils sont tous différents. Et là, on a la chance de pouvoir détailler 2 œuvres exceptionnelles avec leurs différences et en dialogue avec plein d'autres œuvres présentées, dont un manga d'Okuzai qui est la source d'inspiration de ce vase à la carpe. Mais alors en revanche, vite, il ne reste plus que quelques jours pour la visiter. C'est jusqu'à quand ? Jusqu'au 30 décembre. Donc bienvenue pour revenir découvrir et les médiateurs seront là aussi pour vous accompagner. Il y a un espace qui est prévu aussi pour les enfants dans cette exposition. Donc c'est un joli temps en famille pour découvrir cette exposition. Puisque ça, c'est donc l'exposition temporaire du moment au musée du Verre, en plus de la collection permanente.
Est-ce qu'on a déjà le droit de dévoiler la prochaine exposition temporaire? Après Muette la Carpe, on découvrira quoi? Alors, on découvrira Studio Glace, un souffle de liberté, donc qui est la présentation de la collection d'œuvres contemporaines constituée par l'association du musée avant que la collection ne soit cédée à la communauté de communes. Et donc, c'est un ensemble d'œuvres assez remarquables qui vraiment explore toutes les capacités plastiques du verre avec des colorations, des formes, travail à chaud, à froid. Donc, vraiment beaucoup de découvertes et un ensemble d'artistes assez remarquables dans ces collections qui sont pour l'instant peu connues et donc qui sera à découvrir à partir d'avril l'année prochaine. Bon, en attendant, on va rester sur Muette la Carpe. Vous avez parlé du mot manga. C'est vrai qu'il y a des choses qui font penser, quand on regarde en détail le vase à la carpe, ça fait ce petit rappel. Et pour moi, je trouve que ça fait écho aussi à ce qu'on a ici, à la Halle aux Lumières, avec cette animation qui est projetée sur les murs, sur les décors, sur le sol. Est-ce que vous avez remarqué aussi qu'il y a un clin d'œil qui est fait à la carpe dans cette... Oui, il est très beau le clin d'œil. Alors, c'est deux belles carpes koi qui sillonnent un étang du Pays de Bitche dans cette animation. Et évidemment, c'est un très joli clin d'œil à l'exposition et au vase à la carpe qui se trouve juste de l'autre côté de la cour. Et de manière générale, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette nouveauté, la Halle aux Lumières ? C'est vraiment une découverte assez incroyable de revoir cette halle quand même que je connais depuis un certain temps, de la découvrir avec ces images, avec cet univers qui se met en place. Voilà, c'est surtout un très bel hommage aussi à ce pays verrier et au savoir-faire du territoire et voilà, et une porte ouverte vers l'imaginaire que peut porter ce territoire. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, cette nouveauté, la Halle aux Lumières. On va en parler plus en détail en accueillant son concepteur, Laurent-Guillaume Délinger. Mais voici déjà un extrait pour plonger dans l'ambiance. Eh bien, ne restez pas là comme de vieilles chouettes. Allez, suivez-moi. Il était une fois, dans une vallée des Vosges du Nord, un petit garçon haut de quelques pieds et 2-3 pommes. Ainsi commence l'histoire fantastique d'un enfant du Pays de Bitche en quête d'un mystérieux rayon de lune. Elle survola le village, croisa les toits et le clocher, puis s'enfonça dans la vallée, par-dessus les grands sapins. La Halle aux Lumières est un parcours compté immersif spécialement adapté pour le site verrier de Meisenthal, qui met en scène l'héritage culturel et artisanal du Pays de Bitche à travers une expérience sensorielle. Au cœur d'un film d'animation de 25 minutes, les spectateurs suivent le rêve éveillé d'un petit garçon dans un espace qui allie projection monumentale et scénographie originale. Munis d'un casque audio, les spectateurs évoluent dans un espace imaginaire au fil de la narration. Des images en très haute définition sont projetées sur la façade intérieure et au sol, créant une expérience immersive unique. Et oui, une expérience immersive unique, mais avant d'en parler en détail, avant de donner la parole à Laurent-Guillaume Délinger, je voudrais que vous nous racontiez, je voudrais savoir quelle est la genèse, d'où est venue l'idée ? L'idée, elle est toute simple. Elle date d'il y a quelques années, celle d'organiser une destination de Noël au Pays de Bitche, dans une démarche évidemment d'une destination touristique de la Moselle. L'idée, c'est celle évidemment d'organiser au travers des sites communautaires, au travers des partenaires, au travers de l'ensemble des activités sur la période de Noël, une offre globale et générale. Et donc naturellement, sur le site verrier, on a souhaité étoffer, évidemment avec ces 40 à 50 000 visiteurs que nous accueillons, une offre qui puisse se destiner aussi à des jeunes publics, notamment à des publics plutôt familiales. Et donc évidemment, après une réflexion, une analyse des équipes, et puis on a évidemment la connaissance et la reconnaissance de Laurent Délinger sur ces questions-là, défini qu'on avait besoin aujourd'hui de faire une proposition tout à fait inédite et exceptionnelle dans la halle, où à la fois on a une proposition complémentaire, où on est à l'abri évidemment des intempéries, et puis on peut exploiter à proximité du bistrot de la halle, quelque chose qui puisse être très intéressant pour ces publics-là. Donc voilà comment on a construit, comment on a réfléchi, puis ensuite place aux spécialistes. Et du coup, c'était un nouveau challenge, parce que Pascal Klein, finalement, on a l'habitude de vous demander la Lune. C'est le nom du festival, le grand temps fort chaque année à la fin du mois de mai. L'an dernier, vous aviez lancé un peu le pendant hivernal avec l'univers, et puis cette année, vous êtes parti donc dans cette toute autre direction. Ça
sacré challenge. Oui, sa nouvelle direction, on aime bien nous explorer de nouveaux projets artistiques. Donc c'est effectivement suite à une concertation avec la communauté de communes qu'on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant d'explorer et d'aller un peu plus loin dans ce domaine-là. Je trouve que la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai, comme le disait le président, c'est qu'on est vraiment sur un lieu qui se prête magnifiquement bien à plein de choses. Donc les contraintes un peu du lieu, c'était de pouvoir continuer la programmation habituelle, parce qu'on y reviendra peut-être un peu plus tard, les concerts, les spectacles de cirque, mais tout en ayant une proposition complémentaire et une manière aussi un peu plus régulière et qui s'adresse encore à un autre public qu'on touche déjà, quoi. Et donc ce que je disais, c'est la bonne nouvelle, c'est que ce lieu se prête merveilleusement bien à ce type d'expérience. Et voilà, parce qu'on a la hauteur, on a le volume, on a des belles surfaces de murs, on a un sol qui est magnifique. Et donc c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant à explorer davantage encore, quoi. Et cette mission, elle vous a été confiée, Laurent-Guillaume Deslinger. Est-ce que vous avez eu complètement carte blanche ? Alors oui, c'est assez fou d'ailleurs, et je crois que vraiment parce que quand on parle d'innovation, c'est toujours d'abord une histoire de confiance. C'est-à-dire que innover, se jeter dans le vide, il faut la confiance de ses commanditaires. En l'occurrence ici, la communauté de communes du Pays de Bitche et la Halle Verrière de Meisenthal, ils sont allés vraiment en me faisant confiance, et je ne vous cache pas que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un artiste quand il s'agit de produire quelque chose. Maintenant, au-delà de cela, c'était un vrai défi technique. Moi, c'est la première fois que je travaille sur un projet immersif de cet ordre-là, donc le pari qu'on a tous fait tous ensemble était grand, et on a chacun porté une partie de la responsabilité entre autres on va dire, ce cadeau de Noël à destination des publics ici, et vraiment pour moi, j'étais notamment ultra honoré de pouvoir en bénéficier, parce que quelque part, en effet, en enfant du pays, c'était surprenant pour moi d'être rappelé, entre autres, à travailler sur une partie de ma vie que je connais en plus plutôt bien, qui était mon enfance aussi, et c'était un beau cadeau, entre autres, que la communauté de communes du Pays de Bitche puisse aussi faire pour quelqu'un qui vient d'ici. Mais pour en arriver à ce magnifique résultat, racontez-nous un petit peu quelles ont été les différentes étapes, quel a été le processus. Alors le processus a d'abord été d'écrire, parce qu'il fallait écrire cette histoire. Il fallait écrire une histoire qui puisse non seulement parler à tout le monde, donc de 7, même en dessous de 7, de 4 à 80, 100 ans, et en même temps de toucher et de faire vibrer toutes les cordes sensibles du territoire. C'était aussi autant que celles qu'on touche presque ici, dans ce lieu totalement incroyable qu'est la Halle, mais aussi de faire vibrer les cordes émotionnelles qui sont les Vosges du Nord, qui sont l'attachement qu'on a tous à ce territoire-là, et pour lequel ici même on se bat tous les jours pour exister, pour entre autres le montrer. C'était le principe aussi, et c'était vraiment le cœur du projet ici, de raconter l'histoire de ces verriers-là qui, par leur créativité, en tout cas par leur attachement entre autres à leur imaginaire, réussissent à faire parler d'un territoire à travers le monde. Et quelque part, c'était une sorte de mise en abîme de ça. Donc je suis assez content et plutôt fier d'avoir pu raconter cette histoire-là. Et de cette façon-là, et dans cet endroit-là, c'est quelque part le cadeau, c'est peut-être d'abord pour moi. C'est peut-être moins un cadeau pour Yann Grinenberger. Est-ce que vous n'êtes pas jaloux? Est-ce que la Halle aux Lumières fait de l'ombre à la boule de Noël de Meisenthal? Aucune ombre, aucune jalousie. Au contraire, plus il y aura de propositions telles que celle-là, plus on sera heureux d'accueillir encore plus de monde et dans une qualité d'accueil optimisée. Mais oui, effectivement, cette architecture, cette toile de fond, ce cinéma géant, quoi de plus beau pour pouvoir exprimer des nouvelles choses. Ce qui est important aussi, c'est la chance d'être les pionniers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on explore un nouveau médium, des nouvelles technologies. Partir les premiers à la machette dans la jungle, c'est toujours très excitant. D'autant plus que si on arrive à arriver au bout, comme vous l'avez fait ici, ça laisse des perspectives immenses pour les scénarios des années futures. Et
et pour tous les registres d'expression qu'on va pouvoir mettre en œuvre, que vous pouvez mettre en œuvre avec ce merveilleux outil. Voilà, Alors Yann, vous en parlez si bien, je vous mets au défi. Imaginez, vous êtes sur scène, devant la foule, vous avez un micro, sauf que c'est pas pour dévoiler la nouvelle boule de Noël de Meisenthal, c'est pour lancer la halle aux lumières. Vous dites quoi au public? Je vous ai compris. Non, mais je dis évidemment bienvenue au Beacherland, merci de venir goûter à ce pays, d'y revenir, restez-y, implantez-vous-y, faites des enfants, venez habiter au Pays de Beach, parce qu'effectivement, la chance qu'on a ici, je ne vais rien dévoiler de spécial, mais il y a une qualité de vie, il y a une proposition culturelle, il y a la chaleur des hommes, il y a ses convictions. On voit Laurent, David, Pascal, chacun dans son registre, il y a une conviction, et c'est vrai que ces convictions, elles permettent de faire des choses incroyables, comme cette halle aux lumières, comme cette boule de Noël dont on ne donnait pas cher il y a 25 ans. Une boule de Noël, quoi de plus inutile? Finalement, on se rend compte que c'est peut-être pas aussi inutile que ça. Donc voilà, je dirais ça au public. Et c'est joliment dit. Des lumières peuvent en cacher d'autres. À l'intérieur, il y a la halle aux lumières. À l'extérieur, il y a Stimulus, créé par François Delamarre, qu'on va accueillir dans un instant. Laurent-Guillaume Deslinger, à vous de vous prêter au jeu. Si vous deviez présenter Stimulus, vous en diriez quoi ? Déjà pendant près de 2 semaines, Stimulus a accompagné notre résidence ici de travail. Donc en fait, on a vécu avec ce son qui venait de l'extérieur et qui nappe merveilleusement le site, c'est-à-dire qui apporte une petite pointe de merveilleux toute la journée. Et puis si vous vous prenez au jeu, parce que c'est ça qu'il faut, vous vous approchez du micro et vous commencez à siffloter un peu, et tout à coup vous avez votre voix qui part dans tous les sens. C'est un plaisir d'avoir rencontré d'ailleurs l'artiste ce soir. On se l'est dit d'ailleurs tous les deux en se croisant juste avant au maquillage qu'on n'avait pas eu le temps de se parler, qu'on était ravis de chacun des propositions de l'autre. Donc vraiment, allez voir, jouer avec cette œuvre-là, elle est juste magique. Et puis laissez vos enfants s'amuser avec, parce que c'est surtout ça, surtout. Il faut chanter dedans, il faut siffler, c'est vraiment bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation personnalisée et merci d'avoir participé à cette émission. On va continuer avec François Delamarre, et puis le temps qu'il s'installe, voici un résumé sonore et visuel du processus de création de Stimulus. Donc regardez bien et écoutez bien. Alors François Delamarre, c'est quoi Stimulus? Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire à travers cette œuvre? Bonjour déjà. En fait, à travers Stimulus, j'ai voulu raconter via mon médium qui sont à la fois l'image, le son et on va dire l'architecture lumineuse, créer une résonance avec le Centre Verrier globalement. Avec différentes choses qui concernent l'histoire du Centre Verrier, mais aussi qui concernent ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire je pense au CIAV, je pense à la Verrière, je pense même par rapport au jardin en lui-même, qui est le Jardin pour la Liberté, qui est en hommage à Antoine Masse et à Émile Gallet et à ces 2 personnages. Donc en fait, Stimulus, à travers les 12 tableaux qu'on traverse au fur et à mesure de l'œuvre, chaque tableau résonne avec un des aspects du lieu finalement. Elle vous évoque quoi cette œuvre à vous? Qui ose donner son sentiment personnel?
Cette œuvre, elle évoque l'humanité, elle évoque évidemment la lumière, la musique, la culture qui est en définitive l'élévation de l'homme, et je pense que cette société en a besoin. Et donc l'ambition qu'on a eue lorsqu'on a validé avec les équipes le principe, c'est de pouvoir le temps évidemment d'un parcours, le temps d'une réflexion, le temps d'une découverte, s'interroger, de pouvoir s'évader au travers de la musique, au travers de l'expression lumineuse, au travers du Jardin pour la Liberté, qui évidemment est un honneur à une personne emblématique qui a sauvé des vies. Et je crois qu'on a besoin de temps en temps de mettre les choses entre parenthèses. Au-delà d'un aspect économique, au-delà d'un aspect vénal, je crois qu'aujourd'hui le rôle du site verrier, le rôle du Simserhof, le rôle du Moulin des Schuller, c'est de raconter cette histoire qui doit nous permettre à un moment donné de définir notre route, de définir la stratégie qui est celle d'un territoire qui doit prendre son avenir en main, tout en respectant ce qui nous a fondés et ce qui nous donne notre force. Et donc on est dans cette démarche-là, et puis je crois que le rôle de la collectivité aujourd'hui, c'est de prendre des risques, c'est d'innover, c'est de permettre à de jeunes artistes, de permettre à de jeunes concitoyennes et concitoyens de pouvoir découvrir en milieu rural ce qu'il n'a pas l'habitude de découvrir, de s'interroger. Je crois que c'est le rôle de la collectivité, d'embrasser ces sujets qui ne sont pas par définition la mission du privé ou des entreprises privées, mais je crois qu'on a vraiment besoin aujourd'hui dans cette société de pouvoir innover et d'accompagner. Pascal Klein, la musique, c'est votre dada. Vous organisez des concerts tout au long de l'année. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Mais du coup, quelque part, je suppose que ça fait sens que les spectateurs qui viennent à vos concerts soient accueillis déjà dès l'extérieur, dès leur arrivée sur le site, avec une œuvre visuelle et sonore. On parlait de cohérence, on parlait de passerelle, on parlait, je veux dire là une fois de plus, c'est une preuve bien réelle. Donc on est tout à fait en cohérence avec l'installation de François. Donc par rapport à la Halle aux Lumières, par rapport à la programmation ici, c'est quelque chose qui fait sens, qui a toute sa place effectivement dans la cour. Et je rajouterais, c'est quelque chose de totalement réussi. On a eu l'occasion aussi de travailler avec François dans le cadre d'une résidence. On connaît un peu son parcours, on connaît un peu son travail. Et là, une fois de plus, il nous a complètement épaté par cette nouvelle installation, quoi. Donc, on est ravis et c'est vrai que c'est quelque chose qui marche très très bien auprès des publics. C'est une installation, donc on peut se l'approprier, donc on peut chanter, on peut faire bouger les choses. Et je veux dire, on est acteur et pas seulement spectateur. Donc, ce qui est vraiment super dans ce type d'installation. Et je crois que c'est un pari complètement réussi, quoi. Donc un grand bravo à lui et voilà. Je veux dire qu'il continue dans cette lancée-là parce que c'est vraiment chouette, quoi. Et à l'arrivée, c'est une œuvre sonore et visuelle avec à l'origine du process un travail du verre. Yann, on y revient toujours finalement au verre. Ouais, on revient aux sources. En fait, tout ça commence il y a 1 an et demi. Je reçois un petit coup de fil de François Delamarre que je ne connaissais pas. Il a osé, il a appelé. Osé. Voilà, bonjour, je me présente, je suis artiste, etc. J'ai créé une machine qui s'alimente d'objets en verre pour créer du son et des effets lumineux. Je dis, écoute, viens nous voir, ça nous intéresse, parce que nous l'ambition dans le Centre d'Art Verrier, c'est d'innover par des regards différents et des registres de création différents. Pour pas s'assoupir, ronronner, mourir, il faut se mettre la tête sur le bio tous les matins. Et quand quelqu'un me dit, moi j'ai inventé une machine qui fait chanter le verre, je dis ça m'intéresse. Et donc tu es venu avec ta machine Modema, on l'a installée dans une cave à côté du studio, et tu as commencé à nous montrer avec tes chopes de bière que tu as acheté chez Emmaüs, qu'est-ce que ça crée comme son et lumière. Et c'est là qu'on t'a dit, et qu'on s'est dit rapidement, maintenant, il faut que tu crées des objets à Meisenthal, comme si tu créais des partitions. C'est-à-dire que tu vas imaginer la forme, la couleur, les effets sur un objet, non pas pour la fonction et pour sa beauté, mais pour ce qu'il pourrait créer comme son. Et l'histoire est partie de là. Mais on va remonter même encore plus loin dans la jeunesse de ce projet. Déjà, à l'origine, qu'est-ce qui vous a amené à vous dire « je veux faire du son avec du verre » ? Le verre, ça m'a toujours vraiment fasciné.
énormément parce que c'est un matériau qui est assez unique et puis qui est à la fois partout, tout le temps. C'est-à-dire que on boit tous les jours dans des verres en verre. C'est un matériau qui est là depuis très longtemps. En même temps, c'est quelque chose de très dur et à la fois ça casse très facilement. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est fascinant. Mais ce qui m'a surtout, ce qui a été la révélation pour moi, c'est le moment où j'ai fait passer de la lumière à travers, en fait, tout simplement, et où j'ai vu les reflets. Enfin, ça paraît un peu bateau de dire ça, mais avec certains types de lumière, le verre se révèle vraiment de façon assez extraordinaire. Et quand j'ai découvert ce passage de lumière à travers un verre et ce que ça permettait d'obtenir, ça m'a assez bouleversé, ça m'a transporté. Je me suis dit que j'avais vraiment envie de m'approprier cette façon de faire comme étant un moyen d'expression à part entière. Et étant donné que je viens de la musique à la base, ce mouvement de ces formes, de ces formes qui défilent, parce que du coup, comme le disait Yann, j'ai créé une machine que j'ai nommée Modema pour mots de matière, qui permet de transformer en fait les variations lumineuses d'un verre en mouvement en son. Et du coup, avant ça, quand cette machine, quand cet instrument n'existait pas encore, j'avais envie d'entendre ça. J'avais envie d'entendre en fait le verre résonner, mais pas comme quand on le fait résonner en se mouillant le doigt et en passant le verre sur le bord, ni en le tapant, mais faire résonner plutôt son relief en fait, son relief qui est en fonction de si c'est du verre taillé, ça fera tel ou tel son. Et si c'est du verre soufflé, tel ou tel son, de la couleur. Enfin, il y a tout un territoire énorme à explorer avec ce type d'expression en fait. Et donc a priori sans doute encore d'autres expériences à mener au CIAV? Je l'espère. L'appel du pied. Fort risque. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que effectivement, quand j'ai contacté Yann, je me suis dit allez, je tente parce que c'est toujours un lieu qui m'a fasciné. Je viens de la musique à la base, comme je le disais. Je faisais de la basse dans un groupe. J'ai joué à la Halverrière en 2015, je crois, en première partie de Moriarty. Et dès à ce moment-là, je voyais l'âme du lieu qui était déjà là. Puis après, je me suis renseigné. Je me suis dit, mais ce lieu est magique par son hybridation, par les personnes qui le portent, etc. Et donc, quand Yann m'a répondu, pour moi, c'était assez fou. Et justement, et qui me permettent de faire tout ça, c'est vraiment magique, quoi. Donc, clairement, j'espère continuer à faire des choses. Et donc, Stimulus à découvrir en urgence jusqu'à la fin du mois à l'entrée dans le jardin du site Verrier. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur Mosaïque Cristal. On va vous laisser repartir sur les sons de votre œuvre avec un clip qui a été réalisé par Emilia Zil. Et on a profité de cette interlude musicale pour accueillir Serge Weil, vice-président de la communauté de communes du Pays de Bitche, en charge notamment du tourisme. Alors, depuis le début de cette émission, on a parlé du musée du verre, du CIAV, de la Halle aux Lumières, de Stimulus. Je vais vous commencer par vous poser une question piège. C'est quoi votre coup de cœur sur le site Verrier de Meisenthal? Alors, mon coup de cœur, c'est l'ensemble du site, mais je vais quand même vous confier que l'exposition Muette la carpe m'a particulièrement plu cette année, d'autant plus que c'est un sujet qui est vraiment territorial, puisque ça couvre un petit peu la passion de l'ensemble des personnes sur le Pays de Bitche, la pêche, les étangs. Et donc la proximité qui avait été faite au départ pour cette exposition m'a marqué, et c'est probablement ce qui m'a cette année le plus attiré là, sur le site, malgré tout le reste qui est évidemment extraordinaire.
au point aussi d'avoir décidé de faire un catalogue de cette exposition, ce qui n'est pas systématique pour toutes les expos temporaires. Pas du tout. Et donc ça permet aussi de conserver l'historique et de l'exposition en elle-même, mais aussi des gens qui ont travaillé autour de cette exposition et qui ont participé à la faire connaître. David Suc, le site verrier de Meisenthal, pour vous, est-ce qu'il a une place particulière dans le Pays de Bitche ? Il a une place importante, au même titre que les autres sites où on raconte évidemment l'histoire multiséculaire de ce territoire, au même titre que l'ambition que nous avons ici, comme nous l'avons sur les autres sites, de générer à la fois de l'activité économique, de l'activité touristique, de l'activité culturelle, à côté des grandes fonctions et des grandes compétences de l'Interco. Et je crois qu'aujourd'hui, le site verrier de Meisenthal, s'il a une place particulière, c'est la visibilité qu'il nous donne à l'international, et je crois que c'est important, mais il donne aussi cette démonstration que lorsqu'un territoire s'attache, lorsqu'un territoire s'engage, lorsqu'un territoire se donne les moyens ensuite de raconter son histoire, il y a des résultats. Celui d'une fierté territoriale, celui d'une destination touristique et culturelle, et puis celui ensuite d'attirer par exemple la ministre de la Culture qui, au travers de son engagement, nous a permis d'accueillir un satellite de l'École nationale supérieure des arts décoratifs au Moulin des Schuller pour là-bas raconter une histoire particulière du Pays de Bitche aussi, autour de la forêt, autour des déclinaisons qu'on souhaite mettre en œuvre dans le cadre de la filière bois. Et donc je crois qu'aujourd'hui, on a la démonstration qu'une puissance publique peut clairement être un acteur économique incontournable, et puis surtout un acteur qui permet à ce territoire et à ses populations d'être fiers du territoire auquel ils appartiennent. Yann et Pascal, est-ce que vous avez une idée, parce que ce soit pour visiter le CIAV, que ce soit pour assister à des concerts, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, il y a parfois des gens qui viennent de loin. Est-ce que vous savez un peu d'où viennent ceux qui viennent de loin ? Oui. En fait, effectivement, il y a un gros trafic de public, notamment à l'époque de Noël, puisque c'est ce dont on parle, qui est régional, transrégional, frontière allemande, puisqu'il y a un vrai rituel de venir chercher la boule de Noël, de venir participer au concert, etc. Mais c'est vrai que les premiers jours d'ouverture, c'était assez édifiant. Je me rappelle du number one qui était devant le pavillon à 5h40 du matin, qui m'a dit qu'il s'est levé à minuit à Maubeuge pour être le premier. Bon, je suis descendu, je lui ai offert un café, on a discuté. Mais effectivement, il y a des populations qui n'hésitent pas à faire beaucoup de routes pour venir parce qu'ils sont fans, addicts aux boules de Noël et aux sites verriers. On va dire que la grosse majeure partie des publics de Noël, c'est quand même la région, l'Allemagne. Mais on a très souvent, régulièrement, on voit les plaques d'immatriculation sur le parking, des grandes surprises, quoi. Concernant le verrière, c'est vrai qu'au départ, le projet, nous, on s'est toujours battu depuis quelques dizaines d'années, justement pour donner l'accès à la culture en milieu rural. Ça a toujours été notre motivation première, quoi. Donc, c'est dire, être proche des gens d'ici, en disant, ils ont droit aussi à une programmation de qualité, à des spectacles de qualité. Il n'y a pas de raison qu'on soit obligé d'aller faire 150 km pour avoir des spectacles sympathiques ou de qualité. Et donc, tout a démarré avec ça. Donc, il se trouve que, comme la programmation est devenue de plus en plus régulière et aussi ambitieuse, et on est monté aussi d'un cran ces dernières années, ça a permis à d'autres publics, bien sûr, de se saisir un peu de ces opportunités-là. Et maintenant, ce sont les autres qui font 150 km pour venir ici. Du coup, c'est les autres qui font 150 km pour venir. Et donc, alors, c'est vrai que nous, on a une étude assez sympathique qu'on a menée l'année dernière sur un échantillon de 5000 personnes. Et donc, il faut savoir qu'en 2023, c'est 50 000 personnes touchées, donc sur l'ensemble de nos spectacles et notre programmation ici. Et on a pu voir sur un échantillon de 5000 et connaître un peu la provenance des publics. Et on était nous-mêmes très étonnés de voir que les gens, ils font des fois beaucoup plus que 150 ou 250 km pour voir un spectacle. Et tout simplement parce qu'ils sont fans d'un artiste ou qu'ils adorent vraiment, et ils suivent un peu la tournée, ils prennent effectivement les dates les plus proches. Et il est assez fréquent de voir des gens qui arrivent de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, ou alors du côté de Colmar ou encore plus loin, Belfort. Et c'est forcément des gens qui font 200-250 km, qui vont rester sur le territoire
territoire, hein, parce que j'imagine pas qu'ils vont prendre la voiture et rouler encore pendant 3 heures après. Et donc je pense que c'est aussi quelque chose qui est super important là, pour notre territoire rural, hein, donc, parce qu'une fois qu'ils seront sur place, ils pourront profiter aussi d'aller visiter, d'aller faire d'autres choses. Et donc ça, c'est plutôt très très positif, quoi. Serge Weil, est-ce qu'on arrive à quantifier cet impact côté touristique? Quelles sont les retombées économiques pour le Pays de Bitche? Alors les retombées économiques sont parfois difficiles à cerner. On avait fait une étude il y a quelques années qui disait que sur la partie tourisme, avec à la fois directement les recettes directes, les recettes indirectes, les recettes induites, puisqu'on a aussi, il faut le rappeler, 400 personnes qui travaillent, qui sont salariées dans le privé, dans le tourisme. Donc on avait à l'époque retrouvé un montant de 25 millions d'euros de retombées économiques liées directement donc, ou indirectement au tourisme sur l'ensemble du territoire. L'année dernière, on avait 170 000 entrées sur les sites touristiques. Alors c'était parfois les mêmes évidemment, mais il suffit ensuite de dire voilà, le panier moyen c'est 10, c'est 20, c'est 30, multiplié, on se rend compte que les 25 millions d'euros dont je parlais tout à l'heure ne sont pas forcément déconnants au vu du nombre de personnes qui sont sur le territoire et qui utilisent un petit peu les sites touristiques et qui passent par les sites touristiques, qu'ils soient communautaires ou communaux. Et il y a David Suc qui a déjà pris son micro en main pour compléter la réponse. Oui, je crois qu'il suffit de sillonner les restaurants, de discuter avec les hôteliers, d'aller sur des espaces naturels, on va citer Robbe-Villers, pour se rendre compte évidemment du trafic touristique. Il suffit aujourd'hui de discuter avec quelques acteurs dans le domaine économique pour évidemment avoir le retour qui est celui de dire on accueille des jeunes aujourd'hui dans nos entreprises parce qu'ils sont venus il y a quelque temps visiter quelque chose, parce que les parents leur ont parlé du territoire. Et je crois que ça contribue très clairement à une image positive, à de l'économie. Pour compléter les propos de Serge, quand on regarde ensuite le nombre d'emplois, on est à près de 10% qui travaillent dans le domaine touristique, quand le reste sur la Moselle, on est à 6. Et donc clairement, c'est aussi une économie non délocalisable. Aujourd'hui, évidemment, on a des grandes entreprises qui connaissent quelques crises en Outre-Rhin ou chez nous. Je crois que dans ce segment-là, aujourd'hui, de ce côté-là, on ne peut que bâtir et progresser. On sait aussi que dans l'évolution aujourd'hui de nos populations, il y a des circuits touristiques qui restent plutôt en France lorsque les destinations lointaines étaient programmées avant. Et donc tout cela contribue à un moment donné à donner une place clairement aujourd'hui au Pays de Bitche en termes de destination sur la période de Noël, sur la période estivale. Et cela contribue naturellement aussi à développer toute la question de l'économie de proximité, les circuits courts, les marchés, toutes ces animations que nous organisons et qui de plus en plus vont être pris et sont pris ensuite par le privé. Serge Weil, depuis le début de cette émission, on parle essentiellement d'un Noël à Meisenthal. Mais si on élargit le périmètre, jusqu'à fin décembre, les visiteurs peuvent en profiter pour découvrir quoi dans le Pays de Bitche? 46 communes, des animations 1, 2, 3, des marchés, des marches, des concerts, des animations. Alors, le plus simple, c'est de renvoyer sur le site de l'Office de tourisme, tourisme-paysdebitche.fr. Nous annonçons toutes les manifestations que les communes ou les associations locales nous feront monter. Et là, vous avez vraiment le catalogue exhaustif de tout ce qui se passe sur le Pays de Bitche. Et croyez-moi, il y a de quoi faire. Quand on voit ce qui se passe sur le Pays de Bitche, David Suc, et en particulier ici sur le site Verrier, on se dit qu'on est bien loin du temps où la saison s'arrêtait, où il n'y avait rien pendant l'hiver, où les sites fermaient. On a une chance incommensurable au Pays de Bitche, c'est que l'ensemble des grands sites font partie de la structure communautaire. Et donc la puissance publique, avec l'engagement des élus, l'engagement des partenaires, peut à un moment donné fixer une orientation, fixer des investissements, fixer de l'animation que nous organisons sur chacun des sites. L'ambition aujourd'hui, c'est d'accueillir des gens sur les différents sites à différentes périodes de l'année au travers de programmations tout à fait exceptionnelles, des programmations liées à quelques événements, des programmations liées à des moments gastronomiques ou festifs. Et je crois qu'aujourd'hui, la vraie chance que nous avons sur ce territoire, on peut aller plus vite qu'ailleurs. Parce que nous avons à côté de nous les hôteliers restaurateurs, nous avons nos propres sites, puis la communauté de communes en termes d'attractivité, en termes de manifestation. Aujourd'hui, au travers de la compétence sculpture, la compétence sportive, au travers évidemment de tout ce que nous faisons au travers des piscines. Enfin, on a un certain nombre de manifestations qui permet à ce territoire d'avoir une épaisseur, d'avoir une programmation, et puis surtout de se différencier par rapport aux territoires autour, qui sont très souvent complémentaires
carrière, mais qui naturellement ensuite n'ont pas le décorum, n'ont pas la qualité naturelle, n'ont pas les équipements que nous avons au Pays de Beach. Mais donc, il ne nous reste plus qu'à inviter tous les téléspectateurs à venir dans le Pays de Beach. Pascal Klein, quels sont les prochains concerts et spectacles, on va dire, d'ici fin décembre ? Donc les prochains spectacles, déjà il y en a un samedi prochain, donc c'est le Cirque in Extremis que sûrement beaucoup de gens connaissent parce qu'il y a déjà eu plusieurs passages sur le territoire de cette compagnie. C'est une compagnie aussi qu'on a accueillie à plusieurs reprises en résidence. D'ailleurs ce spectacle qu'on présente samedi, le démarrage de ce spectacle a été créé ici. Donc ils étaient en résidence pendant 2 semaines il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui a beaucoup progressé, qui a beaucoup voyager. Je crois qu'ils en sont à plus d'une centaine ou 150 représentations. Et les gens pourront enfin le découvrir ici samedi soir, quoi. Donc c'est un spectacle de voltige assez incroyable. Donc, et puis qui va se terminer par une très belle note musicale. Donc voilà, je laisse les gens venir découvrir tout ça. En tout cas, ça va être une belle soirée, je pense. Et donc il y a déjà pas mal de monde qui sont annoncés, qui ont acheté leurs billets. Donc voilà, je pense que la qualité, l'humour, la prestation scénique sera au rendez-vous, quoi. Et puis il y a plusieurs concerts aussi. Et il y a plusieurs concerts, donc on enchaîne tout de suite le dimanche, donc avec un concert dans la salle dans la boîte noire, juste à côté. Donc là on est dans un autre registre, là toujours pareil. On avait envie aussi à un moment donné de s'adresser encore à un autre public, donc on est plutôt sur des chants de Noël revisités par un ensemble gospel. Qui est très intéressant aussi parce que c'est d'excellents musiciens, d'excellents chanteurs, donc, et ça va s'adresser à un public qui sera peut-être un peu moins, musique actuelle, et voilà, et puis on rentre un peu plus dans la féerie de Noël. Et donc ça c'est le programme de cette semaine, donc, et la semaine prochaine, on a un très très grand rendez-vous avec cette fois-ci Ibrahim Malouf, donc là ça sera encore une autre dimension, donc en termes de concert, parce que là, c'est ici, dans cette partie-là de l'usine, que ça va se passer. Et là, là, il y a déjà beaucoup de billets là qui sont vendus, et c'est un magnifique spectacle, donc qui nous propose là Ibrahim Malouf, parce qu'il sera accompagné vraiment d'une section de cuivre assez incroyable, de 4 autres trompettistes, plus encore un saxophoniste, et il va nous emmener donc voyager un peu dans différents pays avec de magnifiques musiciens autour de lui, et je pense que ça va vraiment être un très très chouette rendez-vous que je conseille à tout le monde de voir ça. Et puis bien sûr cette fameuse Halo Lumière dont on parle depuis le début de l'émission, elle est à découvrir jusqu'au 29 décembre tous les jours sauf le lundi. C'est de 16h30 à 19h30. Attention, c'est fermé les 24 et 25 décembre. Et pour être sûr de pouvoir y accéder, en plus à votre créneau horaire, moi je vous conseille de réserver sur halle-verrières.fr, tarif unique 6,90 €, c'est gratuit pour les moins de 5 ans. Yann Greenenberger, on peut aussi bien évidemment encore visiter le CIAV et on peut acheter Cactus, mais jusqu'à quand ? Sauf incident majeur, jusqu'au 30 décembre, bien évidemment, puisque on continue à produire la boule, nos vaillants verriers, donc nos 12 permanents augmentés de quelques stagiaires, brevets des métiers d'art, plus 5 saisonniers, travaillent 7 jours sur 7. Et donc voilà, à la fin, ce sera peut-être comme à la boulangerie, voilà, on aura le lendemain matin la production de la veille, mais il y en aura jusqu'au bout. Voilà. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur le site internet site-verrier-meisenthal.fr. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Très bonne journée. À bientôt. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat.
Bonjour tout le monde, focus aujourd'hui sur Meisenthal et les nombreuses animations qui auront lieu autour de Noël. L'occasion pour moi de vous présenter les ateliers du mercredi. Tous les mercredis, en écho à la boule de Noël Cactus, un artiste vous donne rendez-vous pour des ateliers ludiques de pratiques artistiques. Comme par exemple un atelier de fabrication de sucettes qui avait été organisé le mois dernier, ou encore un atelier furoshiki à travers lequel vous pourrez imprimer sur du textile et l'utiliser pour emballer vos cadeaux à l'image de cette technique japonaise. Le prochain atelier furoshiki aura lieu le 11 décembre et ce mercredi et le 18 décembre, il s'agit d'un atelier livre-objet où vous pourrez créer un mini-livre à accrocher au sapin. Plus d'infos et réservations sur le site verrier de Meisenthal. Et côté météo, pour demain, on retrouvera de la pluie. La matinée sera légèrement ensoleillée, mais les nuages vont rapidement reprendre l'avantage et seront accompagnés d'averses pour le reste de la journée. Côté température, les minimales iront de -1 à 0 degrés et les maximales de 5 à 6 degrés. Demain, nous fêtons les Géraldes et il fera jour de 8h10 à 16h34. Passez tous encore une belle journée en notre compagnie et à demain! À l'occasion des fêtes de fin d'année, Meisenthal vous invite à la découverte de la Halle aux Lumières, un spectacle pour toute la famille. Les visiteurs de tous âges, guidés par la lumière, évoluent à travers des décors oniriques où nature, culture et savoir-faire du pays de Beach se dévoilent sous une forme poétique et visuelle. Une expérience sensorielle immersive combinant art, technologie et patrimoine local à ne pas manquer. Réservation sur le site de la Halle Verrières. Vivez la magie de Noël du 29 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur d'un centre-ville enchanté avec marché éphémère, animation, spectacles, expositions, jeux des commerçants, concerts et plein d'autres surprises. Rencontrez Saint-Nicolas le 7 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre des Noëls de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Du samedi 7 au dimanche 8 décembre, la ville de Sarreguemines commémore les 80 ans de la Libération. Conférences, expositions, cérémonies, présence exceptionnelle de véhicules militaires américains d'époque. Programme complet à découvrir sur sarreguemines.fr. Revivez les meilleurs moments sportifs de 2023 et 2024 en présence d'Aurélie Muller, triple championne du monde de natation, Yann Schrub, médaillé d'argent au championnat d'Europe, Jamal Valizadeh, lutteur olympique et Eric Sirk, entraîneur de l'équipe de lutte de Sarreguemines. Rendez-vous pour le palmarès sportif à l'hôtel de ville de Sarreguemines le mardi 10 décembre à 18h. Entrée gratuite. À la résidence senior, les Aurores, à Beach, profitez d'un cadre idéal, proche du centre-ville, à 2 pas du parc et des commerces, avec des appartements modernes en location, du T1 au T3, de 32 à 80 mètres carrés. Tout est pensé pour votre confort. Des services adaptés sur mesure et des animations conviviales vous attendent pour une vie sereine et animée. Résidence Les Aurores, où il fait bon vivre toute l'année. Vin, alcool et spécialités italiennes, panier garni et assiettes gourmandes. Pour offrir ou vous faire plaisir, Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémaire à Sarreguemines. Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Pour un cadeau de Noël inoubliable, on va chez qui? Chez Bersheim Création. Bersheim Création, rendre chaque cadeau inoubliable. Oh oh oh, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver tous les jouets pour Noël? Jouet Club Sarreguemines, fournisseur officiel du Père Noël. Retrouvez toutes les grandes marques de montres et de bijoux à la bijouterie Finbel, créateur joaillier depuis 1963 à Sarreguemines. Avec le quiz de chez nous et le marché de Noël faïencier, passez de bonnes fêtes à Sarreguemines. Dans quel sport, adapté d'une célèbre saga évoquant la vie d'un sorcier, doit-on attraper le Quidditch?
Bravo. C'est même pas fini la question, bravo. On a le droit de répondre avant que la phrase. Oui, pas de souci. Tant que c'est la bonne réponse, Par contre, après. je me suis éclaté la main. Oui, alors faites attention, vous ne baissez pas quand même. Ça reste un jeu convivial et familial. C'est original. Magnifique. Voilà, c'est comme ça. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Dans un triangle rectangle, dont l'un des angles est droit, le carré du côté opposé à l'angle droit est équivalent à la somme du carré de ses deux côtés. De quel théorème est-ce la définition? Le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, la théorie de la relativité ou l'identité de l'air? Théorème de Pythagore. Ouais, c'est la bonne réponse. C'est ça. Tu vois, tu t'es toujours demandé à quoi ça allait te servir dans la vie. Et ben voilà. Voilà. Ça permet de marquer 2 points au quiz de chez nous. Alors, qui des Argemina ou des Beach-Alena va remporter le premier trophée du quiz de chez nous? Réponse les 24 et 25 décembre sur Mosaïque Cristal. Oh je, en wie viel Uhr haben wir dann schon? Wisst ihr, was da vernommen da ist? Der 6. Dezember. Nikolaus. Und da hat meine Mutter immer ein wunderschönes Nikolausenblatt gerichtet. Und da waren nichts wie feine Sachen drauf. Natürlich nicht so raffiniert wie heute. Man muss sagen, dass ohne Pizzerland fehlt etwas in Sarggemein. Sie können ohne uns können sie nicht sein. Etwas Großartiges ist immer etwas Geheimnisvolles. Weil es ist nicht bewundernswert, wenn man es gut kennt. Albert und Philomen hocken da weiter am Kaffeetisch, gell? Dann war einmal sagt Albert, Mensch, Philomen, mit einer neuen Brille siehst du ganz hässlich aus. Dann sagt Philomen, geht's dir doch gut, schon gar keine neue Brille an. Ja, du vielleicht nicht, aber ich. Frohe Weihnachten und Anni Linde, guten Rutsch. Platt treten, nicht platt machen.